monde comprend évidemment quelle est la portée des actuels événements. Dans le monde d'aujourd'hui, rien ne vaut que la comparaison. 7 avril 1803. Nous sommes dans le fort de Joux, une imposante forteresse dans l'est de la France, près de la frontière suisse, qui sert de prison à des personnages importants qui doivent rester au secret, loin des curiosités parisiennes. La France se remet d'un hiver très rigoureux et dans cette austère forteresse du XIe siècle, bâtie sur une falaise exposée au vent, il faut vous imaginer que le froid a été encore plus dur à supporter qu'ailleurs. Ce matin, un gardien s'approche de la cellule, comme tous les matins. Il fait sa ronde habituelle et ne manque pas de regarder au fond du cachot de son principal prisonnier. Et ce matin, il ne semble plus bouger. Il ouvre la cellule, s'approche doucement du prisonnier, qui ne réagit pas. Il se penche et... oui, il ne bouge plus. Du tout. Ses yeux sont fermés et ses mains glaciales. On le savait souffrant depuis quelques jours, l'âge et le froid n'ont pas aidé à ce qu'il se remette de sa pneumonie, et ce matin, il est mort. Il va falloir l'annoncer au directeur, qui lui-même l'annoncera au préfet, qui lui-même avertira sûrement le premier consul, Napoléon Bonaparte en personne. Vous l'avez compris, le personnage qui vient de mourir, isolé, oublié au fond d'une vieille prison française, était un prisonnier politique, un personnage important. Cet homme qui meurt dans l'indifférence générale à 60 ans, c'est Toussaint Louverture, que l'abbé Raynal avait surnommé le Spartacus noir. Quel destin que celui de Toussaint Louverture, un destin mêlé à la grande histoire et comme souvent, à la légende. À commencer par sa jeunesse. On sait que Toussaint Louverture est né vers 1740 aux Antilles, sur l'île de Saint-Domingue, qui au XVIIIe siècle, je vous le rappelle, est encore une colonie française. C'est un esclave, qui n'a pas encore pris le nom de Louverture d'ailleurs, aux origines royales assez fantasmées, qui sert d'abord de domestique dans une plantation, avant d'être affranchi vers 1776. Un esclave affranchi devient libre. C'est assez rare, vous l'imaginez, qu'un maître offre sa liberté à un esclave. Et là aussi, les sources nous manquent pour en savoir plus. Quelques années plus tard, en 1791, Saint-Domingue est en proie à la révolte. C'est le début de ce qu'on appelle la révolution haïtienne. Tout commence par une réunion d'esclaves évadés, des fugitifs, qui se révoltent contre les Blancs au pouvoir. Et en l'espace de quelques jours, on compte 1 millier de Blancs assassinés et plusieurs centaines de leurs habitations ou plantations saccagées. La révolte est matée par les autorités françaises et le chef des esclaves est tué, mais tout n'est pas terminé pour autant. Et c'est là qu'intervient notre Toussaint. C'est un homme au fort charisme qui sait lire et écrire, ce qui est extrêmement rare. Il a des connaissances en médecine et il devient naturellement un des nouveaux chefs de la révolte des Noirs. Il est à la tête à ce moment de 3 ou 4 000 esclaves, quand même. Et cette révolte des esclaves intervient dans le contexte d'une autre révolution, la Révolution française. N'oubliez pas qu'en 1789, des hommes de bonne volonté ont déclaré l'égalité et la liberté des hommes. Il y a peut-être de quoi rêver pour ces hommes nés esclaves de l'autre côté de l'Atlantique. Toussaint se montre habile militaire autant qu'un intelligent politique. Et quand les Espagnols tentent de s'emparer de toute l'île en 1794, il s'allie au nouveau régime républicain français, celui mené à ses débuts par Robespierre notamment. En 1795, il est même nommé général de brigade. Il profite des transformations de la Révolution. Vous imaginez bien que cette situation, un noir, ancien esclave général de l'armée française, était inimaginable sous l'Ancien Régime. Dans un premier temps, il soutient la mise en place d'un gouverneur français, qu'il protège quelque temps avant de se mettre à rêver d'un destin plus personnel. Toussaint Louverture se verrait bien régner sur cette île, qu'il a contribué à libérer de sa condition d'esclave. Il mène plusieurs expéditions contre des rivaux dont il sort toujours vainqueur. Et le 4 mars 1801, au sommet de sa gloire, le consul Napoléon Bonaparte le nomme général de division. Encore une promotion. Il est à ce moment le personnage le plus important de la colonie. Et c'est là que la figure de Toussaint Louverture devient plus ambiguë. Vous allez comprendre. Disons les choses, le succès lui monte un peu à la tête. Toussaint Louverture se rêve peut-être en Bonaparte des colonies, car il se nomme lui-même gouverneur à vie de Saint-Domingue.
comme un dictateur. Il s'entoure alors d'une véritable cour, avec une étiquette. Comme dans une cour royale d'Ancien Régime, il y a même des blancs qui vivent auprès de lui, c'est le monde à l'envers, imaginez un peu. Il restaure l'autorité de l'Église catholique, il fait revenir les anciens maîtres blancs qui dirigeaient les plantations, et, ce qui est le plus mal accepté, il force les anciens esclaves à retourner au travail, pour faire fonctionner l'économie. Et gare à ceux qui se révoltent, le général Toussaint n'hésite pas à faire donner la charge contre eux, et mater les émeutes dans le sang. La dernière étape de sa marche vers l'indépendance complète est une constitution promulguée en juillet 1801 qui lui accorde tous les pouvoirs à vie et impose l'autonomie totale de l'île. Cette fois, c'en est trop pour Bonaparte qui commence à s'inquiéter des ambitions démesurées de cet ancien esclave, d'autant plus qu'au même moment, le premier consul essaye de se réconcilier avec les Espagnols. À la fin de l'année 1801, un corps expéditionnaire de 17 000 soldats français débarque à Saint-Domingue sous les ordres du général Leclerc. Mais face à eux, l'armée de Toussaint Louverture est quand même composée de 20 000 hommes, bien entraînés. Pourtant, il est rapidement dépassé par les Français, et dans un geste de désespoir, il décide de pratiquer la technique de la terre brûlée. Vous savez, c'est une technique qui consiste à tout brûler, maisons, champs, nourriture, pour ne rien laisser aux soldats qui arrivent. Malgré cette vaine tentative, les armées rebelles sont défaites, un par un les officiers de Toussaint s'enfuient et l'ambitieux général est contraint de capituler le 6 mai 1802. La révolution haïtienne s'arrête, Toussaint Louverture est d'abord assigné à résidence, puis il est finalement déporté vers la France, dans une certaine indifférence du reste. Il débarque à Brest en août 1802 avant d'être enfermé dans le fameux fort de Joux, où il meurt quelques mois plus tard, le 7 avril 1803, épuisé et probablement affaibli par un hiver rigoureux. Il est enterré sur place et sa tombe aujourd'hui a disparu. Dans les travaux de réfection du fort, elle a probablement été détruite. Il ne reste plus qu'un petit monument érigé en sa mémoire. En partant de Saint-Domingue, Toussaint Louverture avait déclaré « En me renversant, on n'a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs qui repoussera par ses racines car elles sont profondes et nombreuses. » Il ne pensait pas si bien dire. Après son départ de Saint-Domingue, la Révolution noire ne s'est pas arrêtée et en octobre 1802, un autre héros célèbre de l'indépendance, Alexandre Pétion, s'est employé à désarmer les Français avec une nouvelle révolte, victorieuse cette fois-ci. Et après un dernier massacre des populations blanches restées sur l'île, la République d'Haïti est proclamée le 1er janvier 1804 par l'un des anciens lieutenants de Toussaint. Haïti devient la première république noire du monde et la première colonie obtenant son indépendance. Toussaint Louverture est alors réhabilité dans son pays, son action pour l'émancipation des populations noires est reconnue de tous, il est aujourd'hui considéré en Haïti comme un héros national.